Partout dans le monde, la pandémie de la Covid-19 sévit durement. Les appareils productifs nationaux des différents pays ont quelque peu vacillé et la Côte d'Ivoire n'est pas du tout en reste. 5 mois après la survenance de cette pandémie, comment se portent les grandes entreprises? Quelles projections feront-elles justement de leur avenir? On en parle ce soir avec le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Daouda Coulibaly, qui nous fait la gentillesse de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Pour le volet artistique, la T-Band sera en attraction pour nous offrir 2 titres en back-to-back. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévisé ce soir dans la télé d'ici, l'avenir des grandes entreprises établies en Côte d'Ivoire. La pandémie de la Covid-19, on l'a dit donc tantôt, a sévi lourdement en Côte d'Ivoire. Quel est l'état des lieux et comment se projeter justement sur l'avenir? On en parle ce soir avec Daouda Coulibaly, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh. Lors de votre premier passage, vous n'aviez pas autant de cheveux. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Oui, la pandémie de la Covid est passée par là. D'accord. Et oui, au début donc, du confinement, je ne pouvais pas aller chez le coiffeur, donc je me suis amusé à garder mes cheveux. D'accord. Et mes filles ont trouvé ça marrant, donc voilà, donc c'est le nouveau look. D'accord. C'est un argument par contre qui n'est pas valable pour Pierre, qui lui a gardé quand même le même niveau de cheveux. Moi, j'ai continué à me coiffer normalement en portant mon masque et en espérant que tout aille pour le mieux. D'accord. Voilà. Ça va, Pierre? Ça va très bien, merci. Alors, Daouda Coulibaly, le 23 mars 2020, il y a eu une rencontre du comité paritaire, gouvernement de Côte d'Ivoire, grande entreprise. Des mesures ont été arrêtées et déclinées d'ailleurs comme suit. La suspension des contrôles fiscaux pour une période de 3 mois, différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État, ainsi que les charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises. On a aussi annoncé la mise en place d'un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards, dont 100 milliards pour les PME. Est-ce que c'est suffisant déjà, ce montant? On va dire qu'on a toujours besoin de plus. Comme dit l'adage, more is better. Ouais. Mais après, donc, derrière, c'est aussi donc, en fonction des capacités donc, de l'État. D'accord. L'État a un budget, ce n'était pas du tout prévu. Et donc, arriver à dégager 250 milliards, 100 milliards pour les grandes entreprises et 150 milliards pour les PME, précisément. Donc, c'est déjà une très bonne chose que l'État puisse le faire. Est-ce qu'on peut chiffrer à ce jour le préjudice de la Covid-19 sur l'activité des grandes entreprises? Alors aujourd'hui, non, il est encore trop tôt pour le dire en fait. Mais je pense dans les grandes tendances qui ont été données par d'ailleurs feu le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, à qui je rends hommage, je salue donc le grand homme qu'il était. Il avait en fait annoncé que la croissance de la Côte d'Ivoire, qui était estimée à peu près entre 7 et 8, descendrait donc autour de 3%, 3,4%. Pour 2020. Pour 2020. Donc c'est aussi en fait donc, l'impact que ça aura sur les grandes entreprises. D'accord. On peut imaginer qu'elles auront 50% donc, de moins de leurs activités. Donc si on extrapole, toutes choses étant égales par ailleurs. Alors 50% de réduction du volume de l'activité, enfin on va dire des performances même de l'entreprise. Est-ce que justement la compensation qui est annoncée 150 milliards, quelle est la logique derrière? Comment on décide d'octroyer un soutien de 150 milliards? Est-ce qu'en amont, on a essayé de sous-peser avec une certaine exactitude le manque à gagner des entreprises? Quelle est la logique derrière? Comment ça fonctionne? Quelle est l'équation? Alors, je n'étais pas dans le gouvernement qui a décidé donc, des enveloppes. Mais en général, c'est des estimations qui sont faites. Encore une fois, en fonction de la capacité de l'État de pouvoir dégager de ces enveloppes-là. Puisque vous avez vu, c'est un plan de plus de 1700 milliards pour lutter contre le Covid. Donc une partie pour les PME, une partie pour les grandes entreprises. Mais il y a aussi donc, les ménages faibles, le secteur informel et tout ça, le secteur des vivriers,
le secteur de plus d'autres entreprises qui ont bénéficié de ce soutien-là. D'accord. Maintenant, comment en fait donc les entreprises on mesure le besoin donc des entreprises? Il est évident que dans cette crise, il y a des entreprises qui vont tirer, en fait, si je peux utiliser l'expression, les marrons du feu, celles qui sont, on va dire, dans les produits pharmaceutiques, qui sont dans tout ce qui est aujourd'hui couramment utilisé, alcool, gel, savon. Grande consommation. Et puis, il y a les autres, effectivement, comme l'hôtellerie, comme le tourisme, tout ce qui tourne autour de loisirs, qui vont avoir quasiment leur activité donc, à arrêter. Le but de l'État, c'était de dire, en fonction donc, de l'état de l'entreprise, il y a des entreprises qui sont aussi plus résilientes que d'autres. Donc, il y en a qui existent depuis trop longtemps, qui ont pu constituer donc, des matelas de réserve, qui vont pouvoir les utiliser. Puis, il y en a qui sont beaucoup plus faibles, qui ont tous besoin d'un coup de main tout de suite. Donc, en fonction de l'état de l'entreprise, qui pourrait être justifié par ses états financiers, par la baisse de son chiffre d'affaires, par telle ou telle perte, donc peut demander un soutien qui correspond soit au paiement des salaires, soit en fait à la possibilité de relancer donc son activité. D'accord. Donc c'est on va dire, une cote mal taillée qui est faite. Il est clair que l'enveloppe ne suffira jamais, mais c'était déjà pour soutenir la machine. D'accord. Alors, vous avez lu dans ma pensée parce que ma question suivante est de savoir est-ce que toutes les entreprises sont impactées de la même façon ou est-ce que certaines entreprises finalement en tirent profit? Bon, vous y avez répondu. Non, l'un des critères de mesure, c'est de regarder donc, le chiffre d'affaires. D'accord. Donc, le chiffre d'affaires d'avant la période de Covid et puis le chiffre d'affaires pendant la période Covid, la période de confinement. Il est clair, si vous prenez en fait, certains secteurs, la question ne se pose même pas. Si vous prenez l'hôtellerie, si vous prenez un peu le transport, vous prenez en fait tout ce qui est boîte de nuit, oui, la question ne se pose même pas. Et pour les autres, si vous faisiez un chiffre d'affaires en fait avant la période Covid, donc je peux dire les décembre, janvier, février, donc qui correspondent à la période avant Covid, on peut les mesurer à la période donc de confinement, mars, avril, mai, juin. Et puis voir en fait quelle est la baisse pour bien mesurer l'impact sur vous. On peut aussi le mesurer donc à la même période l'année passée, si en fait donc de mars à juin, quel était en fait votre chiffre d'affaires sur cette même période-là en 2019. Et ça permet de voir en fait les entreprises qui sont vraiment impactées en fait par cette pandémie. D'accord. Certains sous-secteurs de l'économie ont bénéficié d'une attention particulière. Je ne sais pas ce qui justifie cela. Ce sont notamment les filières de l'économie nationale, l'anacarde, le coton, l'EVA, le palmier à huile, le cacao, le café, pour un montant de 250 milliards. Vous ne vous sentez pas un peu lésé? Là, je parle aux banquiers. Là. Non, votre question, c'est de dire pourquoi l'État en fait, a dégagé une enveloppe pour soutenir ces secteurs. C'est cela. Oui, vous savez, en fait, c'est des secteurs qui sont cruciaux pour l'État. On n'a pas arrêté d'exporter le cacao, par exemple. Le cacao, oui, on n'a pas arrêté d'exporter donc, le cacao. Par contre, il y a certaines filières qui ont été très impactées. Si vous prenez la filière coton, si vous prenez la filière anacarde, donc l'Asie, qui est la zone où principalement part la noix de cajou, a été donc confinée pendant très longtemps. Les usines ont arrêté. Donc, du coup, les exportations se sont arrêtées, les achats auprès des paysans, des planteurs donc, de noix de cajou, c'est également donc, arrêté. Donc il fallait soutenir en commençant par celui qui était au bas de l'échelle, c'est-à-dire en fait, donc, le producteur de la noix de cajou. Le coton, pareil aussi, donc, ça a été donc, impacté. Donc il fallait soutenir aussi le cotonculteur avec cette subvention. Donc je pense en fait que c'était à juste titre que l'État en fait, a dégagé en fait, ces enveloppes-là. On peut citer aussi donc, les VA. On sait que le caoutchouc part essentiellement vers l'Asie, des pays comme Singapour, vers la Malaisie, qui ont été aussi beaucoup confinés. Absolument. Donc tout ça, il y a effectivement un impact avec une idée en tête de sauver les entreprises, mais de ne pas oublier aussi donc, ceux qui produisent à la base et qui sont certainement les plus impactés et les plus vulnérables. D'accord. On va arriver tout à l'heure au secteur bancaire, qui est votre secteur de prédilection. Je vous pose juste la question parce que vous êtes par ailleurs vice-président de la CGSI, qui est la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, donc le patronat. Quand, toujours à la faveur donc, de ce comité paritaire, le gouvernement décide aussi avec les grandes entreprises de différer, par exemple, de 3 mois le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux aux entreprises de tourisme et hôtellerie, ou alors le remboursement de TVA. Alors, est-ce que la période de 3 mois, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut se dire, vu qu'on est encore dans cette pandémie, il faut encore différer de 3 mois?
Alors, en fixant les 3 mois, donc, à la base, tout le monde espérait qu'au bout de 3 mois, on verra en fait le bout du tunnel où on en sortirait. Donc, on ne pouvait pas fixer donc, une longue période. Donc, l'avantage, c'est de fixer des périodes courtes qu'on peut en fait donc, reconduire en cas de besoin. Là, aujourd'hui, la question, la demande du patronat, c'est de dire des entreprises sont encore en difficulté. Et essayons donc de prolonger cette période encore. Et donc, on attend donc la réponse donc, de l'État, parce que c'est clair en fait que nous ne sommes pas sortis de la pandémie. Et donc, la question a été reposée donc, à l'État de reconduire ces mesures pour 3 autres mois. Alors moi, je me suis surtout intéressé donc au secteur bancaire. On ne vous pose pas souvent la question parce que vous êtes souvent ceux qui viennent en appui. Mais aujourd'hui, comment il est impacté, votre secteur? Alors, notre secteur, il est impacté de plusieurs manières. Donc, la première manière, c'est quand nos clients sont touchés, nous sommes effectivement touchés aussi. Parce que nos clients, quand ils sont en incapacité d'honorer les engagements vis-à-vis donc, des banques, ça se traduit par des pertes dans nos bilans et dans nos comptes de résultats. Donc, ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, quand l'activité économique est au ralenti, notre rôle, c'est de financer en fait, les agents économiques. Mais on a parlé tout à l'heure de certaines filières, le coton, de l'EVA, de la noix de cajou. Quand toute cette filière-là ne pouvait pas travailler, c'est autant en fait, de crédits de campagne que nous faisions habituellement que nous ne pourrons pas faire. Et puis, troisièmement, donc aussi les consommateurs qui aujourd'hui ont arrêté de consommer parce que ils attendent tous de voir. Vous savez, en fait, en général, le niveau de consommation va avec le niveau de comment se comporte le moral. Plus vous avez un moral positif, et plus vous consommez. Et si le moral est en berne, donc effectivement, la consommation aussi baisse. Donc, on a aujourd'hui les crédits de consommation, les crédits d'équipement qui sont également donc, en baisse. Donc, c'est tout ça qui vient en fait nous frapper. Donc, d'abord nos clients, donc avec l'incapacité de rembourser les créances, les crédits. Ensuite, aussi la perte d'activité qui est constatée en fait par le manque ou par très peu de crédits que nous faisons en ce moment. Alors, est-ce que ça a forcé des réflexions sur l'augmentation des fonds propres des banques pour parer à des situations comme celle-là? Alors, là, en l'occurrence, la question des fonds propres n'est pas en jeu. Parce qu'en fait, les fonds propres, on demande plus de fonds propres quand vous êtes en période de croissance et que vous devez accompagner l'économie avec plus de crédits. Donc, on vous demande en fait d'être beaucoup plus solide. Et là, en l'occurrence, on nous demande, oui, il faut être solide, mais on a en fait très peu de crédits, ce qui fait en fait que les principaux ratios en fait, d'exigence de fonds propres ne sont pas en fait en danger pendant cette période-là. Donc, c'est plutôt, ce qui est plutôt important, c'est plutôt le taux de casse qu'il faut mesurer. Et ce taux de casse-là, on ne l'a pas encore parce que c'est trop tôt pour le mesurer. On arrivera à le mesurer donc à la fin de l'année. C'est vrai que si vous avez des fonds propres suffisants et que vous faites des pertes, vous êtes à mesure de mieux l'absorber que en fait, si vous avez des fonds propres qui sont très faibles. Mais aujourd'hui, la question, c'est surtout en fait, donc, où va se situer le niveau de casse. Et là, c'est un peu trop tôt, puisque la Banque centrale a mis en place donc, des mesures transitoires avec des reports d'échéance. Donc, on verra les clients après donc, la période de report qui ne seront pas définitivement pas capables d'honorer leur engagement. Et là, il faudra passer donc, des pertes dans nos bilans. Et là, effectivement, ça pourra jouer. Ces pertes-là viendront impacter donc, notre résultat par ricochet donc, les fonds propres. Alors, on rappelait, hein, les grandes entreprises ont été impactées, mais aussi les PME et les TPE. Est-ce qu'aujourd'hui, on réfléchit à de meilleurs moyens d'accompagner ces entreprises qui ont énormément fonctionné sur beaucoup de personnel et d'alternatives liées à l'informel? Sur les PME? Oui. Alors, l'État a également mis un fonds de soutien donc, pour les PME. 100 milliards. Un montant de 150 milliards. 150 milliards. 150 milliards, donc c'est un montant donc important. Et là, en fait, donc, il y a des comités de gestion qui ont été mis en place, qui regroupent en fait l'ensemble de l'écosystème autour des PME, donc des représentants donc, des fêtières des PME, des représentants de l'APB, des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, plus des représentants donc, des ministères. Et donc, il y a en fait donc, des procédures qui ont été mises en place pour aider donc, les PME. Et donc, le processus donc, a commencé.
en plus des mesures donc, qui ont été mises en place donc, par la Banque centrale donc, de report d'échéance. Donc elles peuvent à la fois demander le soutien de l'État en recevant donc, des fonds, mais elles peuvent aussi demander en fait, le report de leurs échéances comme les grandes entreprises donc, le font. Alors, il y a une chose qui a frappé, c'est que, vous le rappeliez, hein, pendant cette période, même si les activités étaient arrêtées, il y a certains secteurs qui ont connu des grandes flambées. On pense notamment au digital et tout ce qui a trait à la technologie. Est-ce qu'aujourd'hui, on se rend compte vraiment qu'il faut tabler sur ces secteurs-là, notamment chez les banques, pour pouvoir continuer à se développer? Et quels sont les mécanismes qui sont mis en place? À quoi vous pensez justement pour booster ce secteur? Alors, c'est une crise qui, effectivement, a amené beaucoup de réflexions. Donc, beaucoup d'entreprises se sont remises en cause. Donc, on a découvert, ou certaines ont découvert, le digital, notamment donc, le télétravail. Et nous, dans notre profession, nous avons encouragé nos clients à utiliser donc, les moyens de paiement à distance, les moyens de banque à distance, et parmi lesquels donc, le digital, en plus donc, des cartes bancaires. C'est clair en fait que la réflexion aujourd'hui, à l'issue de cette pandémie, c'est de dire comment on peut digitaliser davantage notre secteur. Et des réflexions étaient déjà en cours, et là, il y aura une accélération de cette réflexion-là pour que en fait, nous ayons le maximum de choses qui soient digitalisées pour mieux servir nos clients. Parce qu'en fait, les clients se rendent compte que finalement, c'est d'ailleurs très utile, ça permet un gain de temps, ça permet effectivement d'éviter les bouchons et tout ça. Et donc, on va dire, c'était une stratégie win-win à la fois pour les clients, mais aussi pour nous, parce que ça nous permet de mieux servir nos clients, mais aussi de réduire nos coûts. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au sortir de la pandémie, puisqu'on parle vraiment du jour d'après, ça va vraiment redéfinir la façon de faire l'économie Absolument, absolument. C'est une pandémie qui va révolutionner donc, les choses. Les choses étaient déjà dans une dynamique et la pandémie ne fera qu'accélérer en fait, cette dynamique-là. Aujourd'hui, on ne voit plus du tout les choses de la même manière. Avant, pour une réunion d'une journée, vous prenez l'avion pour aller au Maroc, pour aller à Paris. Là, on a tous découvert Webex, Teams, Zoom, où les réunions se font et on est autant efficace que lorsqu'on se déplaçait. C'est même mieux parce qu'on gagne énormément donc, le temps de voyage, on gagne la fatigue sur la fatigue du voyage, donc on se rend compte qu'on peut être beaucoup plus efficace. Et là, ça va en fait changer complètement donc, le comportement. Et que ça va changer le comportement donc, des entreprises. Pour vous donner une anecdote, il y a une entreprise qui réfléchissait donc, à construire un siège. Et puis, donc, ils ont mesuré les ETP, les effectifs temps plein, en disant on a besoin de 12 étages. Ils m'ont dit que là, le président leur a demandé, écoutez, est-ce que vous avez intégré le travail à domicile, le télétravail dans la construction donc, de ce bâtiment. Donc, au lieu de faire 12, peut-être qu'ils en feront 10, en intégrant dès maintenant qu'il y aura des effectifs qui ne viendront pas au siège, qui resteront chez eux pour travailler et qui resteront toujours aussi efficaces. Ça va faire plaisir aux écolos, hein. Peu de consommation de kérosène. Ça devrait faire plaisir à tout le monde. La chose essentielle, c'est de continuer à être efficace en étant soit à la maison, soit en fait au bureau, soit n'importe où. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut être efficace et surtout en termes de, comme vous l'avez dit, de temps de déplacement, d'éviter les embouteillages, de ceci ou cela. Je vais dire, c'est formidable. Juste une petite préoccupation toujours sur le secteur bancaire. Est-ce que à la faveur, même pas à la faveur, à cause de cette crise, les banquiers ne sont pas peut-être réticents à accorder des prêts? Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, en griffe. Oui, je veux dire, aujourd'hui, donc, notre métier, c'est de faire du crédit. Mais c'est de faire du crédit aussi en appréciant donc, le contexte, en appréciant donc, la qualité de la personne qui nous demande donc, le crédit. Nous sommes aujourd'hui dans une crise. On vous mentira si on vous dit en fait on continue de faire du crédit comme dans une période de boom, dans une période de croissance. D'accord. Donc nous regardons aujourd'hui donc la personne qui demande le crédit, quel est en fait son. Est-ce que les critères sont beaucoup plus Oui, les critères, l'analyse est beaucoup plus poussée aujourd'hui. D'accord. Donc avec un impact de la pandémie sur son secteur d'activité, sur son entreprise et sur lui-même. C'est très honnête de le dire. Oui, il faut être honnête. On est là pour faire du crédit, mais en même temps, n'oublions pas que l'argent que nous utilisons pour faire des crédits ne vous appartient pas. Ne nous appartient pas. C'est le dépôt
de d'autres agents économiques qui nous l'ont confié sur la base de la confiance. Donc il faudrait qu'au moment où ils viennent réclamer donc, leurs fonds, que nous soyons en mesure de les leur restituer. Et nous serons en mesure de les leur restituer si nous faisons moins de casse, si nous faisons moins de pertes. Donc il est très important d'analyser tous les dossiers donc, de crédit que nous recevons. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait dans un dossier pour vous rassurer? Pierre a une entreprise, Pierre Inc. Incorporated, oui. et il est dans, imaginons, le domaine donc, du digital, par exemple. Et il voudrait donc solliciter un prêt. Ce qui, avant la Covid, se passait facilement, de façon aisée. Aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qui rassure le banquier, par exemple? Alors, c'est d'abord la connaissance donc, de Pierre. Si Pierre était un ancien client, on va dire on connaît Pierre, on connaît sa manière de se comporter vis-à-vis donc, des crédits, son entité, en fait, on va dire son historique. Son historique. Son pédigré. Son historique des crédits. D'accord. Donc ça, c'est un premier fait. Ensuite, on regardera le secteur dans lequel il est. Est-ce que c'est un secteur qui est impacté, oui ou non, par la pandémie? Si c'est non, ensuite, on regardera, en fait, ou même si c'est oui, on regardera, en fait, quel est le jour d'après. Est-ce qu'il pourra rebondir? Quelle est sa capacité à rebondir? Tout ça, c'est à lui de nous dire, en fait, et de nous convaincre qu'effectivement, une fois la pandémie finie, il sera capable, donc, de repartir très vite. Très bien. Donc, alors, les grandes entreprises ont plus ou moins résisté à la pandémie à cause de ce que vous avez dit, donc de l'ancienneté, de grands fonds ou une possibilité de se réadapter. Mais on a constaté aujourd'hui que tout était à l'arrêt pour ceux qui étaient, par exemple, dans l'informel. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la priorité? Est-ce que c'est ces personnes-là qu'il faut accompagner? Parce qu'on se rend compte que toute l'économie, au final, de ce pays en particulier et d'autres, repose sur eux, ou les grandes entreprises dans l'accompagnement? Comment il faut balancer ces fonds? Alors, sur le secteur informel, on est effectivement dans des pays où l'informel a un grand rôle. Je pense aussi qu'il faut profiter. Donc, on a vu que l'État a dégagé une enveloppe pour aider donc, le secteur informel. Et c'est aussi, en fait, donc, dans ce genre de situation qu'on réfléchit pour le jour d'après. Donc, on peut aujourd'hui réfléchir à comment sortir les gens qui sont dans l'informel pour les amener dans le formel à la faveur donc, de cette crise, en leur disant, si vous étiez plus formalisé, vous aurez eu une meilleure aide, donc à la fois des banques, vous aurez pu profiter des mesures de la Banque centrale, vous aurez pu profiter donc, du report des impôts, d'un certain nombre de choses, et arriver en fait à éduquer la population pour qu'elle aille vers le secteur formel. Il est clair en fait que il est plus aisé d'aider une entreprise qui est formalisée qu'une entreprise qui est dans l'informel et parce qu'après, donc derrière, quels sont les critères de mesure? Comment vous apportez en fait donc cet appui? Sur quelle base? Sur quel document? Et donc c'est assez compliqué. Donc je pense aussi les crises sont des occasions de remettre en cause les situations et de se projeter dans un monde meilleur. Donc, c'est aussi à la fois sous inquiétude, mais il faut aussi regarder le jour d'après en essayant de tirer donc, les leçons de cette crise-là pour améliorer donc, les choses. Donc, l'État n'a pas oublié le secteur informel, c'est le rôle de l'État, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui en vit. Mais après, derrière, pour nous, les banquiers, c'est un peu plus compliqué en fait, donc, de les aider parce que justement, ils ne sont pas en fait formés. Très bien. On va marquer une courte pause. On revient juste après la pub. Il y aura l'actu d'ici. Il y aura Mme Tanki et compagnie avec Daouda Coulibaly, président de l'APBF, l'Association professionnelle des banques et établissements privés de Côte d'Ivoire. On va aussi parler notamment de la question du chômage. Est-ce que les emplois ont été affectés ou pas par cette crise de la Covid-19, crise sanitaire évidemment. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi à partir de 18h40. Nous abordons des choses qui vous intéressent forcément. C'est la dernière semaine avant de vous offrir durant 6 semaines le very best of de la télé d'ici, les meilleurs moments du lundi au vendredi. Donc mêmes horaires, même configuration, même originalité aussi, on peut le dire, hein, Pierre, on va le dire. Marquons une pause, Daouda Coulibaly, pour parler de ce qui constitue ici l'actualité majeure. On a retenu 3 sujets. C'est donc la décision du gouvernement de procéder donc à l'opération d'affectation en ligne pour ce qui est des élèves donc de l'entrée en 6e 2020-2021. Donc affectation en ligne qui débute le 24 juillet prochain, une opération qui s'achèvera le 22 août. Les parents d'élèves sont par conséquent invités à procéder eux-mêmes à l'affectation de leurs enfants dans les établissements d'enseignement secondaire publics et privés de leur choix. Les parents d'élèves qui sont donc invités à le faire. Cette démarche indique que le communiqué du gouvernement doit se faire à partir d'un téléphone portable en envoyant par message DOB au 99 91 et en suivant les instructions. Un centre d'appel est ouvert au 20 00 36 06. Les parents d'élèves peuvent joindre donc ce numéro pour toute information complémentaire. Autre sujet qui a retenu l'attention de la télé d'ici, c'est évidemment la présidentielle 2020 où le gouvernement a décidé donc de fixer les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage. Alors, le décret qui a été pris prévoit certaines règles concernant la collecte des signatures pour le parrainage, notamment l'institution d'un coordonnateur central désigné par le candidat à la candidature et chargé de centraliser les listes de signatures recueillies par région et district autonome. Il prévoit aussi l'institution d'un collecteur régional et de collecteurs délégués, également désignés par le candidat à la candidature, chargés respectivement de centraliser les listes de signatures au niveau du district et de la région au nom et pour le compte du candidat à la candidature, et de recueillir au niveau du département, de la sous-préfecture, de la commune ou du village les signatures pour le dit candidat. Le décret est pris sur proposition de la commission électorale indépendante, la CEI, et en application du code électoral. Donc pour chaque candidat à l'élection présidentielle de 2020, les électeurs qui parrainent doivent être issus de 17 régions ou districts et représenter au moins 1% de l'électorat pour la région ou le district concerné. Dernière info pour terminer le chapitre de l'actu d'ici, le gouvernement qui annonce la fin de l'isolement du Grand Abidjan à compter du 15 juillet prochain. Toutefois, le Conseil national de sécurité proroge la mesure de l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet. La fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle ainsi que la fermeture des frontières terrestres et maritimes ont été maintenues. Le Conseil national de sécurité a également décidé du renforcement du contrôle systématique du port du masque dans les véhicules et les lieux publics et la sensibilisation communautaire en vue d'un changement de comportement, surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Daouda Coulibaly, est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois des grandes entreprises ou créés par les grandes entreprises en Côte d'Ivoire? Compliqué de le dire. Là, vous me posez une colle. D'accord. Je sais que les plus gros employeurs, ce sont les PME. Oui. Ce n'est pas les grandes entreprises. Oui. Mais comme partout, hein, dans tous les mondes, dans toutes les économies, les premiers pourvoyeurs d'économie, d'emploi, c'est les PME. Et comme aussi, le premier pourvoyeur contributeur au PIB, c'est aussi donc les PME. D'accord. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas en risque en matière d'emploi. Même si au niveau du PIB, il y a en fait donc des choses à faire. D'accord. Alors justement, toujours dans le cadre du comité paritaire gouvernement CGCI, le gouvernement a décidé de dispositions de préservation de l'outil de production et de l'emploi. Est-ce que vous diriez, enfin de l'avis de Daouda Coulibaly, est-ce qu'on a enregistré un taux de chômage? Est-ce qu'il y a eu une augmentation du taux de chômage ou est-ce que ça s'est stabilisé? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors, les derniers chiffres que j'avais, c'était en fait plus de 20 000 personnes qui avaient perdu leurs emplois. Oui, il est important, il est évident qu'avec la crise qu'on a traversée, il était difficile pour certaines entreprises de garder l'ensemble des salariés, notamment ceux qui sont dans les secteurs qui ont été très affectés, sont l'hôtellerie, le tourisme et tout ce qui tourne autour du secteur des loisirs. D'accord. C'était un peu compliqué d'être totalement en arrêt d'activité et de continuer en fait à assurer donc les salaires. Quand on a une grande entreprise et qu'on a projeté, on va dire, des chiffres, des performances sur un exercice,
et qu'en fait, juste après le premier trimestre, tout est chamboulé, qu'est-ce qu'on fait tout de suite pour sauver les meubles? Alors, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Donc, on revoit tout de suite son, 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 son budget. Donc, on refait un budget en tenant compte donc, des réalités donc, de moment. Donc, vous avez votre budget initial, vous refaites un budget donc, révisé en fonction donc, de la situation que, que vous vivez avec des hypothèses. Et notamment, dans le cas de cette pandémie, c'est de dire si la crise durait 2 mois, si elle dure 4 mois, si elle dure 6 mois, si elle dure 8 mois, parce qu'effectivement, l'impact n'est pas du tout donc, le même. Et en fonction de ça, vous avez donc, vous donnez donc des indicateurs clés que vous suivez. Et en fonction de l'évolution de ces indicateurs-là, vous prenez donc les décisions qui s'imposent. Si les décisions les plus simples, c'est de dire on arrête tout ce qui est dépenses non essentielles. D'accord. On arrête tout ce qui est dépenses non essentielles, en sachant bien sûr qu'avec cette pandémie, il y a d'autres dépenses qui ont été créées, qui n'étaient pas tout prévues, auxquelles il fallait faire face. C'est notamment tout ce qui est cache-nez, tout ce qui est gel, tout ce qui est outils de prévention, de mesures barrières. Donc pour lesquels aucune ça, TVA pour n'a été lesquels- appliquée. Hein. Aucune TVA n'a été appliquée, mais n'empêche, en fait, quand vous avez une entreprise de 800 personnes comme celle que je dirige, Ouais. et que vous devez, en fait, vous assurer que ces personnes sont en sécurité à la fois chez eux comme au boulot. Ça fait 800 masques par jour. Ça fait 800 masques par jour, Ouais, dans le c'est meilleur vrai. des cas, C'est énorme. parce qu'en fait, il y a les masques qui ne durent que 4 heures. C'est vrai. Et là, vous êtes obligé de donner, en fait, oui, ça fait 1600 masques par jour. Et puis au début, le prix des masques, on a commencé à acheter les masques, si vous vous souvenez bien, à 700 francs l'unité. Les masques chirurgicaux dont on parle, aujourd'hui, ils sont effectivement un peu moins donc, de 200 francs. Mais au départ, il fallait les acheter à ce prix-là. Et surtout le secteur bancaire, comme d'autres, qui assurent une mission de service public, ne devait pas fermer, ne devait continuer à servir les clients. Il fallait que les clients continuent de venir toucher leur argent, venir faire leur retrait, venir faire déposer leurs opérations, continuer de faire leurs transferts, même si on a beaucoup encouragé les clients à utiliser donc, les moyens de paiement de banque à distance. D'accord. Alors, donc une fois qu'on a ces indicateurs-là, donc on les pilote, et puis en fonction, donc avec les hypothèses, comme je dis, en fonction de l'évolution donc de la situation, vous vous ajustez. Et malheureusement, ça peut arriver jusqu'à la mise au chômage technique, jusqu'au licenciement, parce qu'à un moment donné, pour l'homme d'affaires, pour le responsable de l'entreprise, il est important de choisir, en fait, et surtout, c'est pas qu'il doit choisir. Il faut en fait qu'il s'assure qu'il garde son outil de production en état. Et le garder en état, donc ça peut aller jusqu'à licencier donc le personnel, parce que s'il ne détruit pas son outil ou s'il en fait il le met pas à mal, dès que les choses repartent, il peut recruter. Donc après, c'est un choix qui est fait, des choix, mais c'est des choix difficiles que nous devons prendre. Parce qu'effectivement, nous sommes conscients qu'en licenciant quelqu'un, c'est effectivement une famille ou plusieurs familles qu'on met en difficulté. Mais à des moments, les choix deviennent difficiles et nous sommes obligés effectivement de choisir entre la peste et le choléra, entre le mal et le moins mal. Donc, la gueule du tigre et la gueule du lion. Voilà. Donc, choisir. Voilà, je ne sais pas laquelle il faut choisir dans ces cas-là, mais parfois, c'est des choix très difficiles, oui. D'accord, OK. Alors, ça a démarré en mars. Ouais. Aucune visibilité pour l'instant, bien au contraire. Hein. Il y a des pics donc, de contamination à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, on va dire. D'ailleurs, il n'y a plus de confinement du Grand Abidjan, donc il faut espérer que... Il faut s'attendre à ce que ça reparte un peu partout. Bon, il faut espérer que ça ne se généralise pas, cette affaire. Espérer, Essayons d'imaginer ou d'envisager différentes hypothèses. De l'hypothèse la moins, on va dire, la plus optimiste à l'hypothèse catastrophe. Si les choses ne s'arrangent pas dans 6 mois ou dans 1 an, comment une entreprise, par exemple, que celle que vous dirigez, vous êtes dans le secteur bancaire, comment elle ajuste finalement? Quels sont les leviers sur lesquels elle joue? Alors, j'ai la chance d'être dans un secteur, en fait, j'allais dire, qui est relativement résilient. En raison en fait, donc, des règles qui sont mises en place dans le fonctionnement donc, des banques. Le métier de la banque, c'est un métier qui est régulé et qui est suivi
par donc, le régulateur, la Banque centrale, la Commission bancaire, aussi par le Trésor. Donc nous avons en fait, je vais dire, des reins plus solides en fait qu'une entreprise qui, elle, normalement, n'obéit pas aux mêmes règles que nous. OK. Tout à l'heure, Pierre parlait donc, de certains des fonds propres. Donc, il y a aussi donc, des ratios, des fonds propres, des mesures qui sont mises en place et qui sont relativement contrôlées de façon très, 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 très stricte par la Banque centrale. Et là, nous étions dans un plan de passage donc, à BAL 2, BAL 3, donc, qui exigeait effectivement des niveaux de fonds propres et des niveaux aussi d'assises beaucoup plus importantes. Donc, on a commencé en 2018, on devrait en fait basculer en 2022. Donc, on était déjà dans cette trajectoire-là, donc de rendre les banques beaucoup plus solides, beaucoup plus viables. Donc, on va en fait, et on sera impacté en fonction de la taille des banques, en fonction du niveau des fonds propres des banques. Certaines banques seront en fait beaucoup plus impactées que d'autres. Celle que je dirige fait partie en fait donc des 5 plus grandes banques, des 5 banques les plus solides. Donc je vais dire oui, on va perdre en activité, mais pour qu'en fait on soit dans une situation difficile, ce serait un peu compliqué, en tout cas à court terme. D'accord. Après, à moyen, à long terme, les choses peuvent effectivement donc se compliquer. Mais par contre, nous avons 30 banques sur la place, avec des banques qui viennent d'être créées. Celles-là, elles arrivent peut-être à des moments où aussi donc, elles peuvent connaître des difficultés à raison donc, de la pandémie, en fait. Et c'est là aussi que nous appelons aussi donc, aux autorités, donc, considérer les banques comme des entreprises et aussi apporter aussi donc, le soutien qu'il faut parce qu'aujourd'hui, en fait, jusqu'à présent... Dans l'imaginaire populaire, ça ne colle pas à cette idée-là. Venir en aide aux banques, il y a quelque chose qui ne va pas là. Écoutez, et pourtant, en fait, c'est dans beaucoup de pays, y compris dans les grands pays, et dans des moments donnés, les États... Non, parce que généralement, les banques sont à l'origine de problèmes, plutôt. On se souvient de la crise financière de 2008. Oui, un type de banque, mais après, donc, derrière, quand une banque fait faillite, l'impact est beaucoup plus important qu'une entreprise... avec tout le respect que j'ai pour les autres entreprises. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la notion de risque systémique. Une banque fait faillite, c'est tous ses clients qui sont touchés. Si elle a 200 000 clients ou 300 000 clients ou 500 000 clients, c'est tous ces clients-là qui ne peuvent pas en fait, venir retirer en fait, donc, leurs fonds qu'ils ont déposés donc, chez la banque. Et donc, c'est le risque beaucoup plus important. Est-ce qu'on peut... Ces entreprises qui ont leur dépôt, qui ont leurs engagements, se retrouvent du jour au lendemain privées de leurs propres ressources. Donc, c'est très important. Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre l'effet justement de la crise financière de 2008 et l'effet de la Covid sur l'activité bancaire? Alors non, l'effet en fait donc de la crise 2008, elle était différente parce qu'elle est partie de la question donc des subprimes avec un effet qui entraînait un manque de confiance des banques entre elles-mêmes. Donc, des banques qui se prêtaient, du jour au lendemain, ont arrêté donc, de se prêter, et avec des banques qui sont retrouvées donc, en difficulté donc, de trésorerie, de liquidité, et donc qui ne pouvaient pas honorer en fait, donc, leurs engagements, ont dû faire faillite. Or là, en fait, ce à quoi on assiste, c'est que dans certains pays, il y a eu effectivement un rush sur la liquidité, où les entreprises, en raison donc, de la peur de la pandémie, sont venues, ont essayé donc d'avoir le maximum de liquidité dans leur caisse, à elles, au bureau, plutôt qu'à la banque. Mais par contre, dans la zone UMOA, on n'a pas vraiment ce rush sur la liquidité. Et mieux, la Banque centrale a mis en place des dispositions pour faire face aux besoins de liquidité donc, des banques, en baissant donc, le taux directeur de 2,5 à 2%, en mettant en place donc, une capacité de 1700 nouvelles entreprises qui peuvent bénéficier donc, de refinancement, en fait, assouplissant les conditions de refinancement donc, des banques. Donc là, on est plutôt dans une situation où effectivement la Banque centrale joue en fait son rôle parce qu'elle est consciente que c'est un problème donc, national et international. Or, dans la crise des subprimes, c'était en fait donc, des banques qui étaient trop exposées et qui sont retrouvées en fait non couvertes et donc du coup elles ont fait faillite. Et par ricochet, comme je dis, le risque systémique faisant, donc quand elles font faillite, toutes les entreprises tous les clients qui ont leur dépôt là-bas
eux aussi sont en difficulté, et ainsi de suite. Donc eux aussi se retrouvent en incapacité de faire face à leurs engagements, et ça part en fait en effet boule de neige. Boule de neige. Ok, donc la Covid est beaucoup mieux que la crise financière. Alors, et puis bon... C'est un peu comme l'histoire de la gueule du tigre et de la gueule du lion, finalement. Oui, ou la peste et le choléra. J'allais dire, en tout cas, la pandémie donc, de la Covid a été, on va dire, relativement bien gérée par rapport à la crise des subprimes. On ne va pas vous accuser de faire la promotion de la Covid. Que les gens n'ont pas vu venir et qui est arrivé de plein fouet en faisant, en fait, en entraînant la faillite de banques qui étaient en fait centenaires. Absolument. Peut-être que la Covid, après, derrière, il est peut-être trop tôt aussi pour tirer donc, les leçons. On parle aujourd'hui de grandes entreprises qui sont dans le luxe, qui sont dans la consommation, qui sont dans la restauration, qui ont des difficultés aujourd'hui. Parce que quand vous prenez donc, des pays comme les États-Unis, où il y a beaucoup de consommation, à partir du moment où il y a un confinement, les gens consomment moins. Et puis là aussi, avec le chômage qui est arrivé, les gens vont consommer moins. Et donc, on parle de beaucoup d'entreprises aussi qui sont très mal et qui risquent en fait donc d'être impactées par cette pandémie et voire faire faillite. Donc, il est peut-être trop tôt pour faire le bilan. Donnons-nous encore quelques mois donc, de recul et on fera donc un bilan plus complet. Donnons-nous encore quelques petites secondes pour aller à la pub. Juste derrière, Pierre pourra poser sa question. Il brûle d'envie de poser une question à Daouda Coulibaly. On marque une pause. On revient dans quelques instants. Télévivez l'avenir des grandes entreprises établies en Côte d'Ivoire dans le contexte de la Covid-19 avec Daouda Coulibaly, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, qui répond ce soir à l'invitation de la télé d'ici. C'est l'avant-dernier virage de cette entrevue. Pierre, vous aviez une question ou plusieurs questions apparemment. Puisqu'on était dans la comparaison, on le voit en ce moment aux États-Unis avec une pression énorme de la part de certains États pour rouvrir. Et je pense que derrière, il y a des acteurs financiers, bien sûr. Ça se justifie parce que voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'on a eu la même chose ici? Est-ce qu'on a eu à un moment une pression de certains établissements pour assouplir les mesures et recommencer une vie normale? Est-ce qu'on l'a senti ici? À ma connaissance, non. Il faut dire aussi qu'à la différence des pays occidentaux, donc ici, il n'y a pas eu un confinement strict. Il y a eu en fait donc, un couvre-feu qui a été donc imposé. Donc, qui commençait un peu tard, donc 21h. 22h. Jusqu'à 5h du matin. En fait, un peu tard, ce qui laissait quand même la journée aux gens pour pouvoir travailler. Voilà, donc, les industries, oui, ne pouvaient pas faire les trois quarts, en fait, comme ils le font habituellement. Donc, mais par contre, ils pouvaient travailler relativement la moitié donc, du temps. Les banques aussi, les entreprises aussi. Donc, on n'a pas eu en fait donc, le confinement strict qu'on a eu dans des pays comme l'Asie, comme l'Europe, où tout était quasiment arrêté, où les gens avaient du mal même à sortir de chez eux. Donc ça a fait en sorte que les pays africains ont économiquement peut-être moins le choc en fait qu'en Europe. Et l'autre point important aussi par rapport à la crise dont on parlait, c'est tout de suite la mobilisation des États pour mettre en place les moyens qu'il faut pour que l'économie soit le moins impactée possible et que les différents secteurs puissent repartir très vite. Donc ça aussi, c'est une différence qui est fondamentale en fait dans la gestion de cette crise. Quand vous prenez partout, les États ont mis en place des plans de riposte dès en fait le mois de mars pour la plupart. Voilà, en tout cas, si on pense à des gens qui ont envie de reprendre, c'est ceux qui sont toujours visés par les mesures du CNS, un bar, absolument. Boîte de nuit. Je pense que ça va être très compliqué. En ce moment, c'est très compliqué. Bon, malheureusement, en fait, on sait qu'aujourd'hui, de ce qu'on sait de la maladie, dans un endroit clos,
confinés, la maladie se répand beaucoup plus vite qu'en fait, donc, en plein air, dans un espace ouvert. Donc, après, derrière, il faut choisir entre la peste et le choléra. voilà, la peste et le choléra. Non, je ne dirais pas la peste et le choléra. Je veux dire entre la vie et la mort. Voilà, donc là, dans ce cas d'espèce, c'est est-ce qu'en fait, on laisse les gens se contaminer comme ça a été fait aux États-Unis dès qu'ils ont rouvert, dans les boîtes de nuit, dans certains clubs, il y a tout de suite, en fait, un niveau de contamination qui est reparti. C'est cela. Voilà, donc je pense que la question ne se pose pas, en tout cas pour l'instant. Je peux comprendre les agents économiques qui sont dans ce domaine, mais je pense aussi qu'ils comprennent qu'il s'agit de la vie des gens, il s'agit en fait donc de la santé des gens, et donc avec ça, quand même, le choix est très vite fait. D'accord. On va regarder ce qui se passe dans la vie de la famille Tonkui, puisqu'on parle de vie. Ce soir, ça parle de téléphone. On regarde, on revient juste après. La nouvelle émission, la télé d'ici, là. Je trouve ça bien, hein? Oui, oui. En tout cas, les images sont belles. Et puis surtout le plateau. Avec l'animateur, Cheikh Ivan, il est sexy. Cheikh Ivan, c'est ça même. Il est bien, il est bien. Il est bien. Mais j'ai dit, dans mon couloir, là, il y a une jeune fille qui vient d'arriver. Tu vois pas qui c'est? Elle s'appelle Fanta. Elle est fessue comme ça. Tu vois pas? Non, il est pas bien. Toi aussi, tu sors pas. De temps en temps, faut marcher dans le quartier. Oh, je sors pas où? Ça, c'est le portable de qui ça? Ah non, c'est le portable de mon mari. Mais il faut décrocher. Aïe. Non. Mais pourquoi? Non, il décroche pas le portable de mon mari. Décrocher, fouiller, non, ça, c'est pas moi, ça. Mais au moins, tu peux décrocher, il n'est pas là. Tu décroches. Et s'il y a un message, un truc, que tu prends le message, puis quand il vient, tu lui dis, tu décroches. Ah, t'as vu? Ça sonne encore, attends. Mécano. Mécano, grosse fesse. Ça, là, tu vas pas prendre. Faut pas prendre. Ça, là, en tout cas, il faut décrocher des... Depuis quand tu décroches mon téléphone? Chantal, depuis quand tu décroches mon téléphone? Je n'aime pas ça, hein? Mais ça fait quoi? Si elle décroche un téléphone, c'est ta femme. Qui t'a approché? Non, mais moi-même, j'étais en train de lui dire. On t'a approché? Non, mais... Oh! La femme. Faut faire attention. Tu as mangé? Chantal, donne-moi à manger. Parce que c'est parce qu'elle n'a pas encore mangé ici que sa bouche là parle comme ça, dans l'affaire des gens. Un mauvais comportement. Excusez. C'est parce que de temps en temps, je viens manger chez vous. Il est en train de me parler mal maintenant. Voilà, c'était la famille Tonkui. Voilà, merci pour le petit clin d'œil. Je rappelle que c'est la dernière semaine de la télé d'ici. Juste après, donc, on basculera en mode very best of. Les plus grands moments donc, que vous avez eu à vivre sur NCI depuis le 12 décembre, date de diffusion de la première émission de la télévision. On marque une pause, c'est la toute dernière pause. Juste derrière, la T-Bun sera live sur la scène de la télé d'ici. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici. C'est le tout dernier virage. Ce soir, on a parlé justement du lendemain des grandes entreprises à la faveur ou à cause ou juste après ou je ne sais pas. On ne sait pas quand ça va finir cette affaire de Covid-19. En tout cas, on a essayé de se projeter un peu sur l'avenir pour un peu comprendre le mode de réinvention des grandes entreprises avec Daouda Coulibaly, président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Merci d'être passé, Daouda Coulibaly. C'est bon. À la télé d'ici. Merci à Pierre. On vous laisse en compagnie de l'orchestre résident
président, la T-Band, Vivien Kofi à la batterie, Kevin Kofi, un autre Kofi au piano, Geoffroy Kamata à la guitare solo et Élisée Conan donc à la guitare basse. Au chant, Andy qui nous reprend ce soir, John Bray de Serge Cassi. S'en suivra la prestation de Daphné Alpha Blondie, Brigadier Sabari. C'est inhabituel. On vous laisse en compagnie de la team. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Tu es là, tu dis rien, mais si c'est tchatché là, tu es fort. Oh, oh yeah. Le gars t'a sabbat, oh, tu dis rien, mais si c'est au bas, tu es fort. Oh, oh yeah. John Brie, tu es dans le quartier et tu es là, s'aimer la terreur. John Brie, tu es dans le quartier et tu es là, s'aimer la panique. À cause de toi, on ne peut même plus sortir, de peur de rencontrer ton tigba. À cause de toi, on ne peut même plus sortir, de peur de rencontrer ton mourou. Aujourd'hui tu as rencontré garçon, il t'a attrapé, tu es là, tu as peur. Aujourd'hui tu as rencontré garçon, il t'a attrapé, tu es là, tu démarres pas. Yeah. Mais si c'est tchatché là, tu es fort. Le gars t'a sabbat, tu es là, tu dis rien. Mais si c'est au bas, tu es fort. Oh, oh yeah. John Brie, tu es dans le quartier et tu es là, s'aimer la terreur. John Brie, tu es dans le quartier et tu es là, s'aimer la panique. À cause de toi, on ne peut même plus sortir, de peur de rencontrer ton tigba. À cause de toi, on ne peut même plus sortir, de peur de rencontrer ton mourou. Mais aujourd'hui, tu as rencontré garçon, il t'a sabbat, tu es là, tu as peur. Aujourd'hui, tu as rencontré garçon, il t'a attrapé, tu es là, tu démarres pas.
John Brie, brigadier Sabari, revisité par la T-Band. Good job. Bravo.